Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε, κάποτε μες στη σκέψη τες ακούει το μυαλό και με τον Voix ήχο sublime et των bien-aimée για μια στιγμή de ceux qui sont επιστρέφουν morts ou de ήχοι από την ceux πρώτη qui ποιήση sont της perdus ζωής pour nous μας, comme s'ils étaient morts. σαν μουσική, Parfois, ils nous parlent en rêve. μακριά. Parfois, dans la pensée, le cerveau les entend. Et avec elle résonnent pour un instant les accents de la première poésie de notre vie, comme une musique. Pourquoi les poèmes de Cavafis nous charment et nous séduisent presque immédiatement? On dirait qu'il a la magie de jeter son filet sur nous. Que vous connaissez le vers de Baudelaire célèbre, « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». J'ai l'impression que presque dès le début, vraiment les tout premiers poèmes, je les trouve un peu fades, cierges, désir, etc. Les 10-15 premiers poèmes, c'est pas la peine de jouer au chef-d'œuvre, il n'en était pas là. Mais quand, à partir de la première marche, justement, en 1899, il atteint à sa voix profonde, voix, et je dirais voix VOIE et voix VOIX, littéralement, il nous envoûte. Et on raconte que certains visiteurs de Cavafis fuyaient de chez lui, s'enfuyaient, tellement ils avaient peur d'être pris sous la magie de son envoûtement, d'être saisis par lui. Quand tu prendras le chemin d'Ithaque, souhaite que la route soit longue, pleine d'aventures, pleine d'enseignements. Les Lestrygons et les Cyclopes, ne les crains pas, ni la colère de Poséidon. Jamais tu ne trouveras rien de tel sur ton chemin, si ta pensée reste élevée, si une émotion rare étreint ton esprit et ton corps. Les Lestrygons et les Cyclopes, tu ne les rencontreras pas, ni l'irascible Poséidon, si tu ne les transportes pas dans ton âme, si ton âme ne les fait pas surgir devant toi. Souhaite que la route soit longue, que nombreux soient les matins d'été, où avec quel plaisir et quelle joie tu découvriras les ports que tu n'as jamais vus. Arrête-toi dans les comptoirs phéniciens pour te procurer de précieuses marchandises, ambre, corail, ébène, nacre, et capiteux parfums de toutes sortes, le plus que tu pourras de capiteux parfums. Visite aussi beaucoup de villes égyptiennes, et n'aie de cesse de t'instruire auprès de ceux qui savent. Garde toujours Ithaque présent à ton esprit. Y parvenir est ta destination finale. Mais ne te hâte surtout pas dans ton voyage. Mieux vaut le prolonger pendant des années et n'aborder dans l'île que dans ta vieillesse, riche de ce que tu auras gagné en chemin, sans attendre d'Ithaque aucun autre bienfait. Ithaque t'a offert ce beau voyage. Sans elle, tu n'aurais pas pris la route. Elle n'a rien de plus à t'apporter. Et même si elle est pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé. Sage comme tu l'es, avec une expérience pareille, tu as sûrement déjà compris ce que les Ithaques signifient. Denis Colère, quand est-ce que Cavafis est devenu Cavafis? Je crois que je peux vous répondre presque avec précision en vous répondant par la négative pendant combien de temps Cavafis n'a pas été Cavafis. C'est-à-dire les refus, les échecs pendant lesquels il n'a pas trouvé sa voie. Alors, pour répondre à votre question, moi je vous donnerai presque une réponse chronologiquement exacte. Je pense que c'est entre octobre et novembre 1910 que, à travers deux poèmes magnifiques qui sont Ithaque et Le Dieu abandonné Antoine, il a enfin trouvé à la fois son Ithaque
et Alexandrie, et qu'il est devenu le grand Cavafis. Jusqu'alors, je crois qu'on peut dire que c'est un poète, jusqu'en 1900, extrêmement médiocre, et de 1900 à 1910, un poète, disons, moyen. Moi, je crois qu'il a mis toute sa vie à le devenir. Dominique Grandmont. Vous savez, c'est un peu pour tout le monde comme ça. Les données sont peut-être très claires dès le début, mais on met toute une vie à les comprendre et à les réaliser surtout. Et réaliser, il ne faut pas oublier qu'il y a un double sens. Au mot réaliser, c'est-à-dire pour en prendre conscience et pour le rendre effectif. Alors, les poèmes, je ne veux pas vous choquer, mais bon, c'est un peu comme quand on a des tomates sur le rebord d'une cuisine en Méditerranée, il y en a des vertes, on attend qu'il y en ait une qui mûrisse, il y a une chose qui change de couleur. Bon, au bout d'un moment, il se dit, tiens, celle-là, elle a la bonne couleur, je la prends. Il avait besoin de beaucoup de temps. Il ne voulait pas que les poèmes fassent double emploi entre eux. Il voulait qu'il y ait une superposition complète entre sa biographie personnelle et l'histoire, peut-être même de 2000 ans avant, mais bon, quelque chose d'arrivé le jour même, quelque chose d'arrivé il y a 2000 ans devait se confondre en une seule chose. Il fallait qu'il puisse s'identifier à travers tout un filtrage. Et si le poème ne rendait pas compte de tout cela à la fois, il attendait encore. C'était que ce n'est pas encore bon. Donc, il les laissait se décanter très longtemps. Et donc, au total, ce qui nous arrive en main, c'est une poignée de poèmes, mais qu'il aura gardé par-devers lui toute sa vie, d'une certaine façon. Et non pas gardé parce qu'il ne veut pas les donner, gardé parce que, pour en être vraiment sûr, il fallait tout ce temps-là. C'est-à-dire que ce soit égal à sa vie entière. Je crois que Cavafis a hésité tout au long de sa vie sur le statut des textes qu'il écrivait. Et d'ailleurs, il faudrait aller plus clairement par rapport à nos auditeurs et dire qu'il a tellement refusé l'institution littéraire qu'il n'a jamais publié de livre de son vivant. Le premier livre de recueil complet, c'est 3 ans après sa mort, par un collectif de poètes d'Alexandrie, d'ailleurs des amis. Donc, curieusement, le siège, cette maison d'édition, c'était son appartement. Il n'y a eu qu'un seul livre dans cette maison d'édition, c'est le sien. Bon. Et ce livre est repris en fac-similé après la guerre en 1947 à Athènes, et c'est ça l'édition Princeps, comme on dit, la première édition. Quelle a été la réception de ces poèmes, de son œuvre finalement, par le public ou par le milieu littéraire de l'époque? Cavafis était soit un homme très intelligent, soit extrêmement intuitif, ou je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais quand même c'est drôle. Il se débrouille pour publier ses tout premiers poèmes dans une revue Dominique Grandmont de Leipzig. C'est quand même étonnant, en Allemagne ex-démocratique. C'est assez curieux pourquoi. Ensuite d'autres là, puis quelques-uns en Italie, en France, en Angleterre. Bon, la rencontre avec Forster a certainement beaucoup joué. Les Italiens, les Français et les Grecs surtout, on minimise le rôle des Grecs comme découvreurs de Cavafis. C'est pas vrai, c'est à Athènes que ça s'est passé. Or, à Athènes, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que Grigori Xenopoulos, qui était un grand critique, et sans doute l'homme qui a trouvé Cavafis, bon, c'est un critique plutôt de prose, hein, c'est pas un spécialiste de la poésie. C'est d'ailleurs curieux, ça. Il juge peut-être les scénarios. Ensuite, Cavafis a été attaqué très fortement, jusque par Seferin. Ce sont des scénarios audiovisuels, c'est pas de la poésie, ça. Bon. Et surtout, la Grèce était pratiquement entre les mains des romantiques, avec l'autre Grigori Palama, le grand patriarche, on pourrait dire, qui a un talent fou, d'accord, mais c'est quand même un personnage à la D'Annunzio, un personnage à la Hugo, quoi, avec beaucoup de dimensions et tout, mais complètement, on pourrait dire, romantique. Cavafis, c'est une machine de guerre contre le romantisme. Il y a une sécheresse apparente, il y a quelque chose qui va absolument à contre-courant. Tous ces gens-là ont découvert un homme qui était anti-poétique au possible, et évidemment que ça a choqué les gens là-bas. Donc il y a eu une polémique. Cavafis a, je crois, rendu un très grand service en empêchant la littérature grecque de bavarder. Et c'est ce que Mathieu Tursenard, je crois, a dit. On a rarement mis tant de soins au service de si peu de littérature. Oui, surtout si la littérature est dans la ponctuation, par exemple, parce que Cavafis tremblait sur chaque virgule. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai regardé ça de près parce que j'ai trouvé que sa ponctuation était inhabituelle. Mais elle est très importante. Donc, il a réfléchi. Je mets une virgule ici, je l'enlève, je la remets. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pas seulement sur les mots qu'il tremble, c'est sur même leur position. Je pense même que le dispositif est tellement semblable à celui d'une boussole sur son pivot qui doit trembler, que à l'intérieur d'un poème, quel qu'il soit, il y a un mot
qui sert de pivot. Il y a toujours un mot, pas plus, un seul mot. Ça, c'est un exercice pour le lecteur. Quel est le mot sur lequel la boussole se met à trembler et à trouver la bonne direction? Il y a toujours un mot. Et il le cache, hein, il ne faut pas croire qu'il soit visible. C'était stupéfiant, c'était quelque chose... Denis Colère. Si on laisse de côté l'aspect, si vous voulez, homosexuel, on en reparlera, mais je crois que si on prend l'aspect de l'histoire, qui est très important chez Cavafis, ses lecteurs n'étaient absolument pas habitués à un rapport, justement, sensuel à l'histoire, sentimental à l'histoire et vivant à l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, les personnages de Cavafis, nous les avons face à nous comme des personnages vivants. C'est une comédie humaine qui se joue devant nous. Or, qu'avaient jusqu'alors les Grecs de l'époque de Cavafis? Ils avaient des poèmes historiques, pardonnez-moi le mot, mais franchement filandreux, barbants. Si je prenais une comparaison avec la littérature française, je vous dirais que c'est de la mauvaise légende des siècles, c'est-à-dire du poème, de l'histoire mise en vers, versifiée, mais sûrement pas quelque chose avec le sens de l'histoire. Ce qui a stupéfié les gens, c'est le sens de l'histoire, ce sens du passé comme présent, et du présent comme passé. Une allée et venue permanente entre le passé et le présent. Je pense que c'est un poète qui a mis beaucoup de temps à émerger, beaucoup de temps à émerger. Et même, il a eu contre lui, je pense, jusqu'à sa mort, une cabale. Il a eu des partisans féroces. Il y a des gens qui l'ont toujours aimé, mais très peu, finalement, très très peu. En revanche, des ennemis qui se sont moqués de lui, je crois pour deux raisons essentielles. D'une part, et c'est extrêmement mesquin, pour sa, comme dirait Dominique Grandmont, sa dissidence sexuelle. Donc il a été vraiment attaqué sur ce point-là. Et le deuxième point, ça a été pour l'extrême originalité de sa langue, de sa technique poétique, qui n'était pas comprise à l'époque. On était entre les poètes démotiques d'un côté, les poètes puristes de l'autre, et je dirais que Cavafis, lui, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a trouvé une troisième voie, mais elle n'a pas été comprise. Cavafis, et c'est assez comique en un sens, voulant contrôler tout le temps son public, il ne voulait pas laisser passer les poèmes n'importe comment, a procédé à partir de 1910 à ce qu'on appelle des feuilles volantes, c'est-à-dire qu'il a imprimé poème après poème, les distribuant au compte-gouttes à des amis, il avait des listes, on a retrouvé ces listes, il cochait, j'ai donné, et ce qui est très drôle, c'est que souvent, quand un poème lui paraissait insatisfaisant, il redemandait aux gens à qui il l'avait donné la feuille pour pouvoir corriger. Mais ça, évidemment, ça a beaucoup nui à la notoriété de son œuvre. Si je devais vous dire quand il a été réellement... Il a franchi, disons, la barre de la notoriété et qu'il est devenu un poète connu non seulement en Grèce, mais à partir de là à l'étranger. Je vous dirais que c'est en 1946, avec une extraordinaire conférence de Georges Séféris, qui devait être le prix Nobel et le grand poète que vous connaissez, et qui a fait une conférence qui s'appelle Cavafis Eliot Parallèle, qui est admirable et qui montre la situation de Cavafis par rapport à l'histoire, par rapport à la mémoire et également par rapport à sa sexualité. J'ai tant contemplé la beauté que ma vue en est remplie. Lignes du corps, lèvres empourprées, membres voluptueux, des cheveux pareils à ceux des statues grecques, toujours beaux même quand ils sont dépeignés et qu'ils retombent à peine sur la blancheur des fronts. Visage de l'amour comme les voulait ma poésie dans les nuits de ma jeunesse, dans mes nuits secrètement rencontrées. Pourquoi Cavafis a choisi la langue grecque comme langue de sa poésie?
C'est une question d'identité, Dominique une question très Grandmont. profonde, qu'on pose rarement aussi clairement et crûment. Il avait un frère aîné qui était le poète de la famille, qui a écrit un petit livre, The Elegy of Life, en anglais, John Cavafy. Mais lui, qui n'était pas le poète de la famille, il s'est mis à écrire des poèmes en grec, donc, et il a pris soin d'être reconnu par les auteurs grecs. Quelle a été l'attitude de Kavafis vis-à-vis de la question de la langue en Grèce? À l'époque, qui est l'époque de la résurgence de la Grèce, la question de l'uniformité de la langue se posait en termes de « allons-nous écrire dans une langue savante ?» qui est plus ou moins archaïsante et un peu ridicule quelquefois, ou bien dans la langue telle que le peuple la parle. Ça se complique d'autres choses. Il y a des dialectes. Chaque dialecte remonte au dialecte ancien par ses propres chemins. Le grec est une langue extrêmement riche. Extrêmement riche. Et donc, Cavafy, là-dedans, il s'est taillé un habit sur mesure qu'on ne peut pas définir comme le choix d'une langue populaire contre une langue archaïsante. Il a fait en sorte que n'importe qui puisse comprendre ce qu'il écrivait, mais en même temps, il a une langue à lui, avec des orientalismes, avec des choses comme ça, qui ne ressemblent à aucune. C'est allé jusqu'à dire, bon, il s'est fait sa langue à lui, mais quand on écrit dans la langue de Cavafy, on n'écrit plus dans la langue de personne. Cavafy a dit un jour à l'écrivain grec Stratis Tsirkas, « Je suis moi aussi hellénique. Attention, non pas hellène ni hellénisant, mais hellénique. » Qu'est-ce qu'il entendait par cela? Alors reprenons les mots. Hellinas, je pense que grec Denis Colère. s'applique à la Grèce continentale, c'est-à-dire helladique. Hein. Il ne l'était pas. Il y avait d'ailleurs une grande différence entre la vie culturelle alexandrine et la vie athénienne. C'était pas, il y a eu des rapports, mais c'était pas ça. Ni hellénisant. En grec, je vous dirais qu'on trouve, vous permettez que je vous lise parce que c'est intéressant, on retrouve ce mot hellénison autrement. C'est dans un poème qui s'appelle « Jeu dangereux ». Myrtias a dit « C'était un étudiant syrien à Alexandrie, sous le règne des Augustes Constantin et Constance, mi-païen, mi-christianisant ». Et Yourcenar a traduit avec une erreur, à mon avis, mi-chrétien. C'est mi-christianisant. Isan veut dire qui flirte avec, qui joue avec, qui est attiré par, mais qui ne se donne pas. Alors, hellénique veut vraiment dire qui appartient à l'oïkoumène, au monde grec perçu dans son ensemble. Et il y a un poème de Cavafis où on retrouve ça, le même mot. C'est Antiochus, roi de Commagène, et puis il était bon, il était grand, etc. Et ça se termine par ces deux vers. Il était ce qui était le meilleur, hellénique. On ne trouve pas mieux sur terre, le reste se trouve aux cieux. Cavafy nous dit attention, moi je ne suis pas grec. Dominique Grandmont. Et non seulement c'est pas un nationalisme, mais il va jusqu'à dire je suis pas grec, je suis hellénique. Or le mot hellénique, on peut le donner à un style, à un meuble, à une façon de vivre, à une langue, mais on ne peut pas le donner à un être humain. Donc, il est grec comme un objet peut être grec. Donc, il se considère d'une manière assez objective, on pourrait dire déjà. Il fait une enquête sur qu'est-ce que c'est qu'être grec, de manière très objective, quasi scientifique. Et pour cela, il investit tous les champs de l'histoire grecque, et principalement toutes les défaites, si vous regardez bien, de l'hellénisme, de l'histoire grecque, pour mieux mettre en lumière d'abord la dignité humaine, et ensuite on voit mieux dans l'adversité qui est l'autre, et donc il donne des réponses. Être grec, c'est certainement savoir se redresser dans la chute, comme dans la danse grecque d'ailleurs, c'est une sorte de chute sans arrêt mimée sur laquelle on se redresse. Et je crois que Cavafy est profondément en train d'interroger le phénomène par ce biais-là. Il ne veut pas coïncider avec l'État. L'État et la culture, pour lui, c'est des choses différentes. Il s'interroge sur, à travers la langue, et l'expérience de la langue, et aussi qu'il retrouve l'influence grecque sur les autres, il s'interroge sur la signification profonde de cette culture, et il y répond en disant, être grec, c'est quand même être très tolérant, c'est être doux, c'est ne pas faire usage de la force. Il revivifie la tradition.
Vous avez dit que rarement l'identité aura autant été liée à l'altérité, en parlant de la notion de l'identité telle qu'elle était conçue par Kavafis. C'est vrai pour tout le monde, je crois que... Vous savez, je crois que nous n'existons pas. Enfin, je veux dire, il vaut mieux repartir en faisant un pas en arrière. C'est à partir de 0 qu'on compte l'individu, et pas à partir de 1. On devient 1, le 0 devient 1 au contact d'un autre. Vous voyez ? Et donc, il se passe entre soi et l'autre toujours une sorte de remise en question et aussi de remise en vie du langage qui fait que la vérité ne peut jamais exister que dans ce qui est débattu entre deux personnes. Je ne parle pas de dialogue, là, je dis ce qui est débattu, même objectivement, ce qui se confronte, mais c'est entre deux personnes. Quel est l'hellénisme auquel s'intéresse Kavafi? Vous me posez cette question, elle est très importante. Il a découvert, justement en 1910, au moment où il a écrit ce poème sur Antoine, que son époque, Denis Colère, pas même favorite, son époque, son temps choisi dans l'histoire, c'était l'époque hellénistique. Mais attention, c'est une époque hellénistique assez large. Pour moi, je crois qu'on peut l'étendre à 7 siècles, de 300 avant Jésus-Christ à 400 après Jésus-Christ. Il y a, vous savez, des poèmes qui s'appellent « Jeunes gens de Sidon », 400 après Jésus-Christ, etc. Et il ne faut pas omettre non plus une série de poèmes byzantins. 8 à 10 poèmes sur Byzance. Mais le cœur de l'époque, c'est l'époque hellénistique. Pourquoi s'attache-t-il à cette période de l'Antiquité qui finalement est connue surtout des seuls spécialistes? Ce n'est pas la Grèce classique, ce n'est pas le 5e siècle. Pourquoi cette période? C'est une période où la Grèce elle-même et l'homme en général, disons que l'homme grec classique va disparaître avec la Grèce hellénistique. Et qu'est-ce qui se passe? La polis, la cité antique, disparaît. Il n'y a plus de structure civique, politique pour tenir l'homme. Donc, nous quittons le citoyen pour l'individu. C'est très important, ça. Kavafis s'intéresse à l'individu et vous connaissez sans doute dans l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, le 2e volume s'appelle « Le souci de soi ». Je crois que c'est cet aspect-là de l'individu acharné à vivre sa vie, à jouir au maximum, à s'éclater, si j'ose dire, le plus possible, qui a retenu Kavafis, mais avec un autre aspect très important. C'est que l'époque hellénistique, c'est l'époque du choc de plusieurs civilisations, et au moins 2 importantes, capitales même, le christianisme et le paganisme. Et beaucoup des poèmes de Kavafis traitent de ce heure, ou de cette cohabitation parfois, ou de cette fusion à certains moments. On voit un personnage qui est à la fois chrétien et à la fois païen. Et ce mélange des civilisations, ce qu'il appelait en grec un mot qui est intéressant, krama, imaste na krama, nous sommes un mélange ici. Ça l'a passionné. Mais ça va loin. Ça veut dire qu'il y a aussi les Juifs, il y a aussi les Arabes, il y a les Coptes, il y a les Arméniens. Enfin, c'est ce mélange-là qu'on ne trouvait pas dans la cité antique. Si vous allez à Athènes, vous trouvez des Athéniens. Si vous allez à Sparte, vous trouvez des Spartiates. Dans le monde de Kavafis, vous trouvez un peu de tout. Je vous parlais tout à l'heure de la notion d'individu par rapport à la notion de citoyen, qui est fondamentale dans l'histoire. Dans la mesure où vous n'adhérez plus à une structure politique qui vous donne une charpente personnelle, vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Alors il y a 2 poèmes qui sont absolument uniques et que je crois en un sens comique. L'un c'est Les dieux n'avaient qu'à y pourvoir et l'autre de l'école du célèbre philosophe. Nous avons 2 jeunes gens qui sont prêts à faire n'importe quoi, à se prostituer, mais dans tous les sens du mot. À se prostituer, c'est pour gagner leur vie, mais à se vendre à n'importe quel homme politique. On a l'impression que c'est vraiment le mépris de toutes les valeurs. Kavafi a dit « La plupart des poètes sont exclusivement poètes. Moi, je suis un historien poète. Je suis incapable d'écrire des romans ou pour le théâtre, mais des voix intérieures me disent que la tâche de l'historien
est à ma portée. De quelle façon l'histoire est-elle présente dans son œuvre? À partir de 1900, elle est omniprésente. Pourquoi? Parce que l'Alexandrie contemporaine est historicisée. Il jette un coup d'œil d'historien sur sa ville présente et il jette un coup d'œil présent sur la ville passée. Donc on a une histoire partout. L'histoire chez Cavafis, vous avez cité cette phrase qui est effectivement très exacte, il dit aussi, il le répétait tout le temps, « Je suis un poète de l'histoire, ego ime pietis historicos ». Et il faut le comprendre par, sinon on ferait une grave erreur, il faut le comprendre par qu'il y a le sens de l'histoire, c'est-à-dire le rapport au passé. Je pense que Cavafis est déçu par le monde contemporain. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un poème qui est inédit, mais qui est très triste finalement. Il a écrit ça, il avait 35 ans, et c'était le bilan de sa vie à un moment où rien ne marchait. Il commençait à travailler dans son bureau au service de l'irrigation, etc. Le poème s'appelle « Celui qui a échoué », Opios apetiche. Et il me semble qu'il y a chez Cavafis une tristesse permanente. Et que veut faire Cavafis? Il veut sauver, de même que nous disions, il veut sauver le corps de la phthora, il veut sauver des personnages historiques de l'oubli. Et de ce point de vue-là, il y a 3 poèmes que je considère comme essentiels, car ils sont 3 victimes de l'histoire qu'il a voulu réhabiliter. Ce sont des poèmes vraiment importants. Le premier, c'est Orofernis, Oroferne. Le second, c'est Aristoboulos, Aristobule. Et le troisième, c'est Césarion. Césarion qui était le fils, l'enfant de César et de Cléopâtre. Ce sont des victimes rejetées par l'histoire, qui les a tués. Ils sont morts tous les 3. Aristobule a été assassiné. Oroferne, Cavafis dit à la fin, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il est perdu complètement. Quant à Césarion, Octave l'a tué. L'intensité du rapport historique permet à Cavafis de faire venir à lui un personnage, et je vais même aller plus loin, il est amoureux de Césarion. En partie pour vérifier une date, en partie aussi pour passer le temps, j'ai pris en main pour le feuilleter la nuit dernière un recueil d'inscriptions des Ptolémées. La profusion des louanges et des flatteries est la même pour tous. Ils sont tous magnifiques, couverts de gloire, puissants et charitables. La moindre de leurs entreprises est le comble de la sagesse. Quant aux femmes de la lignée, elles sont sans exception, les Bérénices aussi bien que les Cléopâtres, admirables. Quand je me fus renseigné sur la date, j'allais abandonner le livre, si une brève mention au reste insignifiante du roi Césarion n'avait aussitôt retenu mon attention. Alors te voici, avec ton charme indéfinissable. C'est à peine si l'histoire te consacre quelques lignes, et de ce fait, j'ai eu tout le loisir de t'inventer à mon idée. Je t'ai voulu beau et touchant. À la vive séduction de ton visage, mon art ajoute la perfection du rêve, et je t'ai imaginé avec une précision si complète qu'hier, tard dans la nuit, au moment où ma lampe allait s'éteindre, je l'ai laissée s'éteindre exprès. J'ai cru que tu étais entré dans ma chambre. Il m'a semblé que tu t'arrêtais devant moi, à peu près tel que tu étais dans Alexandrie conquise, pâle et fatigué, désincarné dans ta douleur, espérant encore qu'ils auraient pitié de toi, les fourbes, qui brocantaient le pluricésarisme. Mais Césarion, comme tous les personnages historiques de Cavafis, se heurte à l'échec, à la chute ou à la fuite. Voilà. Alors, je crois c'est un thème qui revient constamment dans ces poèmes historiques. Je crois que Cavafis est fondamentalement un poème de l'échec. De Nicolaire. L'un des plus grands exemples, c'est Démétrios Soter,
qui est otage chez les Romains, c'est le site, otage chez les Romains, il parvient à s'enfuir, il regagne la Syrie, il essaye de soulever le peuple contre les usurpateurs, et finalement il est battu, et il n'y a plus rien. Et il dit une phrase entre autres, « Ah, mes camarades à Rome avaient raison, les monarchies qui sont nées d'Alexandre n'étaient pas faites pour durer, ne sont pas faites pour durer. » Est-ce que Kavafis essaye dans ses poèmes de donner une leçon d'acceptation du destin historique? Moi, je ne pense pas que ce soit du tout quelqu'un qui est dans la résignation. Dominique, simplement, l'échec, on apprend beaucoup plus de choses dans l'échec que dans la réussite, à condition qu'on ne s'enferme pas dans l'échec. Parce que l'échec, au fond, est plus facile à vivre que la réussite. C'est moins déstabilisant. La réussite est très déstabilisante. Mais les personnages de Kavafis sont donc un peu névrotiques parce qu'ils se sont enfermés dans leur échec. Mais c'est pas du tout ça que Kavafis nous dit. Il nous montre des personnages enfermés, mais lui, il nous enferme pas, sinon on étoufferait dans ses poèmes. Il fait de l'échec le lieu de la grande leçon. C'est dans l'échec qu'on apprend des choses, hein, évidemment, et pas dans la prétendue réussite. Et donc, il s'intéresse à l'échec parce que c'est la condition humaine d'échouer, parce que nous sommes mortels, et que de toute façon, l'échec n'existe pas, à la limite. C'est ça qu'il est aussi en train de nous dire. L'échec n'existe pas. Pourquoi? Parce que, bon, ou alors on n'y croit pas à la beauté, à la vie, on croit à rien, je veux dire. Bon, bien sûr, mais à ce moment-là, le pessimisme, il n'est pas du côté qu'on croit. Kavafis n'est pas un pessimiste. Quand soudain, aux environs de minuit, tu entendras passer un cortège invisible, avec des mélodies sublimes, ponctuées de clameurs, alors sur ta fortune qui chancelle, sur tes œuvres qui ont échoué, les projets de ta vie qui tous se sont révélés n'être que chimères, ne te lamente pas en vain. En homme prêt depuis longtemps, en homme courageux, une dernière fois salut Alexandrie qui s'éloigne. Surtout ne t'abuse pas, ne t'en va point dire que ce n'était qu'un rêve, que ton oreille s'est méprise. À d'autres d'aussi sottes espérances. En homme prêt depuis longtemps, en homme courageux, comme il convient à qui pareille cité s'est livré, approche-toi résolument de la fenêtre, et avec émotion certes, mais sans les plaintes et supplications des lâches, écoute dans une ultime jouissance les sons inouïs, les si doux instruments du mystérieux cortège, et salue là cette Alexandrie que tu perds. Est-ce qu'il y a eu des équivalences entre l'époque hellénistique dont vous parlez et l'époque de Kavafis? Oui, ça a été d'ailleurs écrit par quelqu'un qui a dit, au fond, Kavafis a choisi cette époque, là c'est un petit peu exagéré, mais parce que cela ressemble à l'Alexandrie du 19e, 20e siècle. Il faut quand même, c'est vrai, dire qu'Alexandrie moderne, entre guillemets, elle est récente, elle date de Mehemet Ali, et au fond elle date des années 1820-1830, elle n'a connu son apogée que vers 1860-80, au moment où Kavafis est né. Il est né en 1863, et à ce moment-là, il n'y avait que 1000 Grecs à Alexandrie, alors qu'il y en aura 60 000 quand il mourra en 1933. Et je pense que l'Alexandrie où a vécu Kavafis représentait effectivement ce mélange de communautés variées, avec des noms différents, bien sûr. On avait des Italiens, des Autrichiens, des Arméniens. Et ça a été repris ensuite, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle toujours de Kavafis, il ne faut pas oublier que c'est son successeur, en un sens, mais en moins bon, à mon avis, c'est Deurel. Le quatuor d'Alexandrie montre encore ce mélange avec le contact des chrétiens, des juifs, etc. Cela étant, je crois quand même que Deurel a fait une œuvre, entre guillemets, littéraire, c'est-à-dire construite, édifiée, alors que chez Kavafis, il y a quelque chose de viscéral. C'est vraiment, ça lui sort de lui-même quand il parle de ce mélange des races, etc. Denis Colère, Kavafis est né à Alexandrie, mais il a vécu aussi quelques années en Angleterre ou à Constantinople, oui. Ou à Istanbul. Mais ses vers ne semblent pas porter des traces de ces deux périodes. Pourquoi il s'est voulu exclusivement alexandrin? Il n'y a pas de traces avouées, mais je vais quand même vous dire que
Séphéris a dit cette chose apparemment paradoxale, mais très intéressante. Il parle de deux autres poètes, il parle de Solomon et de Calvos, nous le laisserons de côté, mais il dit Cavaphis, ce grand poète grec qui ne savait pas le grec. Alors là, tout le monde est surpris et se demande ce qu'il veut dire. En réalité, c'est en relation avec ce que vous disiez à propos de son séjour d'Angleterre. Constantinople, c'est autre chose. Mais c'est le fait que Cavaphis reste toujours distant, connaît parfaitement, il connaît largement et mieux que quiconque le grec, mais il le voit avec un certain regard comme un étranger. C'est souvent ce qui se passe aujourd'hui, on le voit avec des auteurs libanais qui écrivent en français, enfin, le problème de la francophonie finalement, écrire en français tout en n'étant pas français. Lui, il est hellénophone, si je peux dire, par rapport à ça. Mais quant à Constantinople, je crois que Constantinople représente pour lui une attache familiale très importante. Cavaphis était très fier de ses origines, du côté de son père et du côté de sa mère. Il était d'origine phanariote. On appelle phanariotes les grands bourgeois ou les hauts dignitaires qui habitaient à Constantinople au Phanar. Et il a toujours, toute sa vie, eu ce sentiment qu'il était un noble, il faut bien dire aussi un noble déclassé, car sa famille a eu des malheurs financiers, il a dû vivre avec des problèmes assez aigus de ce côté-là, mais il a quand même toujours pensé qu'il était un grand bourgeois, disons. Alors, moi, je vous dirais qu'il a un souvenir qui l'a marqué, c'est que c'est à Constantinople qu'il a connu l'amour homosexuel. D'une façon assez drôle, d'ailleurs, si on peut dire, parce que il avait de la famille répartis dans différentes maisons, il y avait son grand-père, ses tantes, et alors il se débrouillait toujours pour ses aventures en disant « je suis chez la tante une telle », alors qu'il était chez l'autre, et ça permettait de passer incognito. Oui, mais pourquoi il s'est voulu donc exclusivement alexandrin? Pourquoi il a choisi cette ville comme centre et décor de ses poèmes? Oui, comme matrice. Comme matrice. Au début, c'est-à-dire jusqu'à sa 40e année, il est farouchement opposé à Alexandrie. Il y habite, mais il la refuse. Je voudrais vous lire un petit passage qui montre le changement. Nous sommes en 1907, il a donc quelque chose comme 40 et quelques années, et apparaît le fait qu'il pourrait vivre à Alexandrie. Ce n'est pas encore décidé, et vous allez voir la restriction qu'il fait, parce que nous ne sommes pas encore dans les poèmes dont je vous ai parlé, le Dieu abandonne Antoine. Je vais quand même vous lire ce passage, parce qu'il est inédit, il vaut la peine. « Maintenant, je me suis fait à Alexandrie, et il est probable que, même riche, je resterai ici. Et pourtant, comme cette ville me pèse, quel ennui, quel étouffement, quelle absence de liberté règne dans les petites villes. Si je reste ici, encore que je n'en sois pas totalement certain, c'est parce qu'Alexandrie est ma ville natale et que tous mes souvenirs lui sont rattachés. Et pourtant, combien un homme comme moi aurait besoin d'une grande cité, Londres par exemple. Londres qu'il connaissait puisqu'il y avait été adolescent, etc. Donc on voit, on est entre les deux. Il hésite, vais-je accepter ou non Alexandrie, vais-je y vivre ou pas, est-ce que je vais la quitter? C'est vraiment une période passionnante de sa vie. Tu as dit, j'irai par une autre terre, j'irai par une autre mer. Il se trouvera bien une autre ville, meilleure que celle-ci. Chaque effort que je fais est condamné d'avance, et mon cœur, tel un mort, y gît enseveli. Jusqu'à quand mon esprit va-t-il endurer ce marasme? Où que mes yeux se tournent, où que se pose mon regard, je vois se profiler ici le noir décombre de ma vie, dont après tant d'années, je ne fais que ruines et gâchis. Tu ne trouveras pas d'autre lieu, tu ne trouveras pas d'autre mer. La ville te suivra partout, tu traîneras dans les mêmes rues, et tu vieilliras dans les mêmes quartiers. C'est dans ces mêmes maisons que blanchiront tes cheveux. Toujours à cette ville tu aboutiras, et pour ailleurs n'y compte pas. Il n'y a plus pour toi ni chemin, ni navire. Pas d'autre vie.
En la ruinant ici, dans ce coin perdu, tu la gâchais sur toute la terre. C'est qu'Alexandrie De Nicolaire. donne la dignité, dignifie, si je peux dire la chose en français, à toute la réalité. Le sexe, l'histoire, tout sera porté à la beauté, à l'incandescence et à la paix intérieure. À la paix intérieure, j'y crois beaucoup à la Sophia, la sagesse, parce que elle est le lieu de l'âme. Ça n'est plus une Alexandrie réelle, à la limite, c'est une Alexandrie qui rédime toutes les erreurs, toutes les fautes. C'est un paradis en un sens, c'est un paradis. Et il le dit, attention, Alexandrie, c'est-à-dire le bonheur. Oui, mais en même temps, il y a la grande ville avec ses rues et ses faubourgs, ses cafés populaires, ses maisons malfamées ou ses chambres closes. Une vie réelle. Oui, on pourrait dire que l'œuvre de Cavafis est à double plan. Il y a un plan de l'Alexandrie contemporaine et un plan de l'Alexandrie historique. Mais Cavafis pouvait-il se faire des illusions sur le côté trivial, sur le côté lépreux, sur le côté crasseux, on pourrait dire, pouilleux, qui n'est racheté que par la beauté des corps? C'est le corps qui rachète un lieu qui en soi est lépreux. La beauté du peuple, celle des jeunes gens pauvres, m'attire et me touche. Esclaves, ouvriers, petits employés du commerce, livreurs des magasins. On dirait que c'est la rançon de ce qui leur manque. Le travail et le mouvement leur donnent des corps régulièrement musclés. Ils sont presque toujours minces. Leur visage, qu'ils soient blancs s'ils travaillent à l'intérieur, ou brûlés par le soleil s'ils le font dehors, prend une couleur sympathique et poétique. Cela contraste avec les jeunes gens riches, qui sont soit malsains, soit physiquement sales, gros et gras par excès de nourriture, de boissons, et à cause de la mollesse des matelas. On dirait qu'ils portent sur leur face souffreteuse et enflée toute la laideur du vol et du pillage que représentent leurs héritages, sans oublier les intérêts. Pourquoi s'intéresse-t-il au petit peuple d'Alexandrie, livreur il a plutôt tendance à aller vers les... Dominique Grandmont. Je ne veux pas prononcer le mot de victime, mais enfin, certainement vers ceux que la société a un petit peu écrabouillés. Et quelle que soit leur origine, et même leur race d'origine, et même leur religion, son regard, justement, sur la société était à la fois impitoyable et il n'appartient qu'apparemment à une certaine société semi-coloniale d'Alexandrie, composée pas du tout seulement de Grecs, mais d'Italiens, de trucs, de Français, d'Anglais. Et il s'intéresse davantage au peuple qui l'entoure, parce que, non pas parce que ce sont des gens plus faciles, c'est pas vrai en plus, pour les approcher, c'est ça, tout simplement parce qu'ils sont plus compliqués. Ce sont souvent des gens dont les peuples ont changé 4 ou 5 fois de religion, 5 ou 6 fois d'identité, et dans son enquête à lui, où est l'Égypte, où est la Grèce, il trouve davantage à rêver dans la foule, au quotidien. Et il faut avoir été à Alexandrie, j'y ai été plusieurs fois, je la connais. Aujourd'hui, c'est certainement encore pire qu'alors, parce que la dégradation de la ville est plus grande, mais ça n'était pas une belle ville. La ville contemporaine avait ses grands bâtiments anglais, italiens, ses clubs, etc. Mais en dehors de ça, je crois que c'est une ville, comme les villes du Moyen-Orient, assez lépreuse. Alors, ce qu'il y a d'intéressant,
c'est que cette Alexandrie-là, il ne peut pas ne pas la voir, il est dedans. Je veux dire, quand il sort de chez lui, évidemment, et quand, j'allais dire, il va, pour ses amours à lui, vénal, fréquenter les hôtels bornes qui sont à côté, il ne peut pas ne pas voir cet aspect-là. Mais tout de même, ce qui est intéressant, c'est qu'il a voulu racheter cette Alexandrie, peut-être vis-à-vis du public, pour que ça ne soit pas la galvauder en disant cette ville pouilleuse, crasseuse, etc. Il l'a ressuscitée par l'histoire dans l'Alexandrie antique. Alors, l'Alexandrie antique, telle qu'elle est présentée, est une métaphore de l'Alexandrie contemporaine. Il a besoin d'être ancré dans une Alexandrie. Moi, je crois que c'est l'Alexandrie du passé qui l'emporte sur l'Alexandrie d'aujourd'hui. Tu ne trouveras pas d'autre lieu. Tu ne trouveras pas d'autre mer. La ville te suivra partout. Tu traîneras dans les mêmes rues et tu vieilliras dans les mêmes quartiers. Et c'est dans ces mêmes maisons que blanchiront tes cheveux. Toujours à cette ville tu aboutiras. Et pour ailleurs, n'y compte pas. Il n'y a plus pour toi ni chemin ni navire. Pas d'autre vie. En la ruinant ici, dans ce coin perdu, tu l'as gâché sur toute la terre. Il y a l'Alexandrie d'aujourd'hui qui est très présente, surtout dans les poèmes dits érotiques de Kavafis. La ville devient le décor de l'amour. Comment se présente-t-il cet amour dans sa poésie, cet amour pour les hommes? Il a noté quelque part des mots grecs, je vais vous dire, mais qui sont facilement traduisibles en français. Il a dit que l'amour tel qu'il le concevait, de Nicolaire, permettait de passer de la philidonia à la philokalia, autrement dit de l'amour du plaisir à l'amour de la beauté. Je crois, après avoir quand même lu et relu ses poèmes, que c'est moins le plaisir érotique en stricto sensu qui intéresse Kavafis que la beauté des partenaires. Et dans la mesure où il y a beauté, s'efface la trivialité du cadre. Le cadre est toujours trivial. Il n'y a jamais une belle chambre. Si, il y a le soleil de l'après-midi dans lequel on a une petite chambre, mais enfin banale si vous voulez. Dans l'ensemble, il y a un thème que j'appellerais le thème des chambres secrètes. C'est-à-dire que Kavafis, quand il va dans un mauvais lieu, va droit au fond et monte au premier étage. Enfin, Kavafis, lui ou sa persona, mais c'est bien ça. Et ce goût, il y a un poème inédit dans lequel il dit, le poème s'appelle « Je me suis couché sur leur lit ».
Et il dit « Je ne suis pas resté, bien entendu, en bas avec tout le monde, ni même dans la pièce du fond. Je suis monté en haut, car pour moi, seul un lieu caché pouvait être le lieu de la débauche. Et si je n'avais pas choisi la chambre secrète, alors il valait mieux pour moi être un ascète. » C'est très étonnant, on le trouve à 2 ou 3 reprises dans son œuvre. Il préfère le non-plaisir intégral à un plaisir qui ne répond pas à ses normes à lui. C'est en quoi je trouve que Grandmont a bien fait de parler de dissidence. Il est même dans l'homosexualité, il est hors norme. Alors je ne dis pas hors norme en imaginant des perversions sadiques, etc., c'est pas ça, mais sa conception notamment de l'emmagasinement du plaisir pour le restituer 20 ans après, ce qui se passe, est quand même très original. Et si vous vous souvenez du poème qui est très beau, « Je suis allé », une nuit. Il parle d'un lit misérable, plébéien, sur lequel il a connu l'amour, et il dit « Et aujourd'hui, 20 ans après, mes lèvres tremblent encore et rougissent encore du bonheur. » Alors, jamais le plaisir, je reviens à tout ce que nous disions au début, jamais ça n'est à chaud. De Nicolère, on remarque chez Kavafis une insistance presque maniaque à noter les âges, à décrire les visages et les corps. Peut-on dire que pour le poète, il existe un type, un âge idéal de l'être aimé? Oui, bien sûr. Et là encore, on pourrait dire que c'est en rapport avec l'histoire, parce que tous les poèmes historiques, en 200 avant Jésus-Christ, Antiochus, roi de Commagène, etc., en telle année, oui. Mais pour ce qui est de l'âge, je vous dirais d'abord qu'il y a un tabou. Jamais, aucun... ce que nous les appellerons, si vous voulez, les éromènes, comme on dit en grec ancien, les êtres aimés, aucun éromène n'atteint 30 ans. Aucun. Il y en a un qui atteint 29 ans, et à grand-peine. Et même celui-là, Kavafis lui donne une chance, c'est dans le poème « Jour de 1901 », il lui donne une chance parce qu'il dit qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Ce garçon de 29 ans a tout de même gardé sa fraîcheur. On a l'impression que c'est presque... Il sort pour la première fois de l'amour. On a l'impression qu'il vient de faire l'amour pour la première fois. Et ça, il faut que nous notions ce terme qui est très important. La grande crainte de Kavafis, toute sa vie, c'est pas tellement la mort, mais c'est la thora, c'est-à-dire la dégradation du corps. Et tous ces poèmes sont une lutte éperdue pour éteindre, capter cette thora, l'empêcher d'intervenir. Il y a les dates pour l'homme. Il y a par exemple très souvent des poèmes qui s'appellent « Jeune homme de 24 ans »,« Jeune poète de 25 ans »,« Deux jeunes gens de 25 ans », etc. Bon, là c'est un peu plus banal. Mais ces dates sont là comme un barrage contre le temps. C'est le barrage. Les poèmes érotiques de Kavafis dépeignent la psychologie des personnages amoureux à un moment crucial de leur vie amoureuse. Et ce moment, c'est soit le moment de la séparation, soit le moment de la perte, soit le moment de la fin. Bien sûr, non mais surtout la perte. Je crois que le mot qu'il fallait prononcer, c'est le mot perte. Dominique Grandmont. Mais quand vous avez parlé de moment crucial, c'est quoi crucial? La chronologie me fait penser qu'il a perdu quelqu'un qui est Miki Ral, auquel il était très attaché. Si on regarde bien, le type avait 24 ans, Kavafis en avait avait le même âge en fait. Bon, donc il est manifeste qu'il y a un traumatisme qui se produit, qu'il y a beaucoup de ces personnages. Hein, bon, il y a tous ceux qui ont 17 ans, mais en gros, l'âge crucial pour Kavafis, c'est 24-25 ans, quoi, 27, enfin, mettons. Bon. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus qu'il réfléchit, quoi. Un homme qui est encore jeune, qui n'est pas encore tout à fait adulte, quoi. La fin d'une espèce d'adolescence au sens antique du terme. Bon. Et la perte qui intervient en plein milieu, c'est-à-dire la perte, c'est-à-dire le manque, l'absence. Bon, c'est le lieu, la mort aussi, hein, bon. C'est le lieu par où l'altérité s'engouffre chez nous aussi. Il y a des paradoxes là-dedans, mais ils existent, tout le monde les connaît. Dans l'absence, la présence de l'autre est encore plus aiguë, et quelquefois dans la présence, c'est son absence qui revient. Je veux dire, bon, il y a toujours cette dialectique intime entre la présence et l'absence de l'autre. Bon, je ne dis pas que l'itinéraire soit toujours négatif, qu'il faille le voir de manière pessimiste, pas du tout, au contraire même, je pense. Moi j'ai une vision, et je crois que Kavafis est beaucoup moins pessimiste qu'on aura bien voulu l'écrire et le dire.
Je pense qu'on va un peu vite en besogne en le rangeant. Bon, moi, je pense que Cavafy n'aurait absolument pas pris la peine d'écrire tout ça, d'y consacrer sa vie, s'il n'avait pas une vision très positive de la relation d'amour entre des êtres vivants, quoi, comme si c'était le lieu de leur aventure et de leur histoire maximale. Et qu'en est-il de la notion du péché dans ces poèmes? Pas de péché chez Cavafy, pas de péché. Il est dans un monde hors de la faute, hors du péché. Là, je vais vous lire un poème qui est tout à fait significatif. De Nicolaire. C'est le cas de le dire, puisqu'il s'appelle Signification. Enfin, le titre grec, c'est Noïsis. Je comprends maintenant le sens des années de ma jeunesse, de ma vie voluptueuse, qu'ils étaient vains mes remords et inutiles. Mais jadis, le sens de tout cela m'échappait. Dans les débauches de ma jeunesse, le sens de ma poésie s'affirma, les contours de mon art se sont dessinés. C'est pourquoi mes remords ne m'ont jamais arrêté longtemps et mes projets de réforme duraient 2 semaines tout au plus, avec une pointe d'humour également. Mais là, j'irai plus loin, je vous dirais que c'est un peu... Vous savez, Mallarmé a une phrase célèbre, un vers célèbre qui est « Le monde est fait pour aboutir à un beau livre ». Je crois qu'on pourrait prendre cette phrase en la modifiant pour Cavafy en disant « Tout Eros est fait pour aboutir à un beau poème ». Car je pense que le sens de l'érotisme cavafien n'est pas la jouissance. C'est pas un homme qui cherche le plaisir. Il cherche de quoi faire une œuvre. Donc, on passe par le plaisir. Le plaisir est un instrument, mais il n'est pas une finalité. En quoi sa poésie homosexuelle est très différente de beaucoup d'autres poésies homosexuelles. Le plaisir n'éteint pas le désir. Dominique Grandmont. Et à ce moment-là, on est en grand danger d'amour. C'est-à-dire de ce remue-ménage de l'imaginaire dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a que ça qui est intéressant. C'est le fait, la plupart du temps, les gens se débrouillent pour en finir avec le désir qui est très dérangeant, avec les autres qui sont très dérangeants, parce que le plaisir éteint le désir. C'est terminé. Bon, ça recommence, bien sûr. Mais bon. Et la société n'aime pas beaucoup les histoires d'amour. Hein. Elle n'aime pas beaucoup ça. Et donc, Cavafy ne s'intéresse qu'à ça. C'est-à-dire au désir que le plaisir n'arrive pas à éteindre. Et que sont ces poèmes, si ce n'est des poèmes d'amour, à travers l'histoire. Les poèmes les plus innocents, apparemment, hein, là-dessus, par exemple, Thermopyle. Un nationaliste grec moyen apprend ça dans les écoles en disant « Bon, il a fait une épitaphe de plus, hein, vive les héros qui, au Thermopyle, ont sauvé la Grèce de l'invasion perse ». D'accord, sauf que tout le monde sait, ou tout le monde ne sait pas forcément, que c'était 150 multiplié par 2, c'est-à-dire 150 couples d'amis, quoi, qui étaient les meilleurs soldats du monde, parce que personne ne voulait démériter aux yeux de son ami, parce que c'est quand ils se sont fait tous tuer. Donc la valeur, l'héroïsme le plus aigu est lié à un mécanisme qui mélange le désir, le plaisir et l'amour. Donc la Cavafy est en plein dans son monde à lui. Il n'a même pas besoin d'en parler. Et il évoque la bataille des Thermopyles et il est content. Dans ses poèmes historiques, il adopte souvent une technique presque théâtrale. On a souvent des décors, des personnages qui cachent leur vérité, qui deviennent donc hypocrites. Et en grec ancien, cela veut dire comédien, acteur, l'hypocrite. Ce sont des personnages qui épousent le masque d'autres personnages. Oui. C'est une mise en abîme. Oui. Dominique Grandmont. J'ai plusieurs réactions à votre question. Il y a d'une part que hypokrisin en grec ancien, puisque vous savez, ne signifie pas seulement le rôle de l'acteur, mais aussi, curieusement, le lieu de la signature la plus personnelle de quelqu'un. C'est aussi le lieu de l'authenticité, alors, étrangement. À la manière d'eux, on dit hypokrisin, en grec ancien. À la manière de quelqu'un, la façon de faire. Donc, c'est à la fois le masque, et c'est à la fois aussi l'authenticité. Deuxième partie de ma réponse, chez beaucoup de gens, et notamment dès qu'on est dans un rapport social, c'est-à-dire dans un rapport de force, et Cavafy est très sensible au rapport de force existant, extrêmement sensible. D'abord, il a des Anglais dans sa hiérarchie, il ne supporte pas ça déjà. Il y a des Égyptiens là-dessous, il y a tout. Il voit, il l'enregistre, mais il n'aime pas ça. Eh bien, le masque peut être le lieu de l'authenticité. Bon.
C'est la définition même de l'hystérie, hélas. Parce que si on s'identifie à son rôle, ça peut donner des catastrophes. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a une catastrophe sur ce plan-là, c'est quand quelqu'un a joué son rôle en croyant qu'il était ce rôle. Bon, il faut garder la différence. Et la poésie devient ainsi le lieu de la représentation de la vie. Bien sûr, mais il les montre comme victimes de leur masque, et soit qui part d'une effigie sur une pièce de monnaie, soit ou ailleurs, bon, peu importe, il les montre comme figés, prisonniers de cela, et en même temps, là où Cavafis est justement un bon poète, c'est qu'à travers la mort, il restitue la vie. C'est-à-dire qu'il restitue le drame caché derrière ces masques, il les invente, souvent. Et il les invente à partir de ce qu'il a vécu la veille, le matin même, ou il y a 10 ans. Ou pire, ce qu'il a vécu il y a 10 ans et qui s'est répété le matin même ou la veille. Donc, il y a une superposition, une identification. Et au fond, tout ça prend vie. Mais bien sûr que ce n'est pas des croquis pris sur le vif chez Cavafis. C'est, je dirais, si c'était pas trop choquant à entendre, que c'est à partir de cadavres, au fond, que Cavafis recrée la vie. Voilà. Il n'est pas en train de nous dire « nous sommes immortels ». Il dit tout le contraire. C'est à partir de dépouilles, de choses disparues, de choses déjà complètement retombées en poussière, que lui, en y mettant sa vie à lui, pour nous faire comprendre, et aux gens qui viendront, qu'au fond, la vie est un mouvement généreux, c'est pas du tout un mouvement de conservation. Nous avons beau avoir brisé leurs statues, nous avons beau les avoir chassés de leurs temples, les dieux n'en sont pas morts pour autant. Ô terre d'Ionie, c'est toi qu'ils aiment encore, toi que leurs âmes se rappellent. Quand se lève sur toi un matin du mois d'août, un frisson de leur vie pénètre ton atmosphère. Et parfois, vaporeuse, une silhouette d'adolescent, indistincte d'un pas rapide, passe à travers tes collines. Et finalement, comment l'histoire se transforme-t-elle en poésie chez Cavafis? Là, je crois qu'il faut quand même parler de sa technique poétique. De Nicolaire. Et que vous vous souvenez de ce que disait Valéry, Paul Valéry, il disait au peintre Degas qui voulait écrire des poèmes, et il lui disait, qui était mauvais, et il lui disait, mais Degas, la poésie, ça se fait avec des mots. Or, de ce point de vue, je reprendrai le titre d'un livre de Nathalie Sarraute qui s'appelle « L'ère du soupçon ». Et il me semble que Cavafis fait naître l'histoire par une mise en cause permanente du langage qui nous laisse inquiets. Enfin, pas inquiets, mais perturbés. Ce ne sont pas des poèmes de tout repos. Je veux dire que si on veut lire vraiment Cavafis, il faut une extrême tension. C'est pas quelque chose qu'on lit en tournant les pages à toute vitesse. Et d'autre part, je crois, pour poursuivre sur cette lancée, que Cavafis est le type même du poète qu'on ne peut pas lire, mais relire. Et relire 10, 15, 20 fois. Il y a peu de poètes dont on peut le dire. Bien sûr, on peut le dire de Baudelaire, etc. Mais chez Cavafis, la joie qu'on a à le lire vient justement de la... Tiens, c'est vrai, ce poème-là, mais il a dit le même mot ailleurs, si on le lit en grec, mais il a dit la même chose plus haut, etc. Et on a une cohérence qui est aussi l'histoire. L'histoire, c'est un monde cohérent. Il y a des défaites, il y a des batailles, il y a des échecs, mais quand même, dans le fond, il y a une structure qui retient tout ça, sinon ce serait le foutoir intégral, c'est tout. Et le monde de Cavafis est bien structuré. Et ce n'est pas seulement au niveau de la thématique de l'histoire ou de l'amour ou des poèmes gnomiques ou didactiques, c'est au niveau aussi du style, de la forme et de la langue. Nous avons... Enfin, ça, c'est un des plaisirs des érudits, donc un des plaisirs que je partage, qui est de pouvoir lire les brouillons. Or, les brouillons nous montrent l'extraordinaire travail que fait Cavafis, jamais vers le plus, toujours vers le moins. Nous avons des poèmes, et je vous donne un exemple intéressant.
Cavafis n'aimait pas les adjectifs. Si on lit bien Cavafis, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'adjectifs. Il les barrait, mais il y a beaucoup de quoi? De verbes. Pourquoi? Parce que le verbe, c'est l'action. C'est donc vraiment un théâtre que nous avons sous les yeux. Dominique Grandmont. Sa poétique n'est pas du tout représentative. Si on regarde bien, il n'y a pas d'image. Ce sont en effet des scénarios audiovisuels très simples, des situations plutôt qu'autre chose, un cadre à l'intérieur de quoi il y a des personnages. Et il s'identifie à chaque personnage à tour de rôle, et de là-dedans, il fait surgir une sorte de confrontation dramatique. Donc, Cavafis évite soigneusement de se piéger dans l'image, dans l'idole, et dans... je pense que c'est conscient chez lui, ou en tout cas, il y a une culture orientale chez lui suffisamment forte pour qu'il se méfie d'avance de tout ce qui pourrait être basculement dans le culte de l'œuvre, ou du chef-d'œuvre, hein, même, parce que c'est la mort de la culture, hein, ça, au lieu d'être dans la création. Cavafis est un créateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui remet perpétuellement en cause l'idée qu'il se fait sur l'histoire, sur les gens, sur les choses. Hein. Il préfère affronter son angoisse. On n'a pas parlé de ce mot-là depuis le début, mais je pense que Cavafis devait être un homme assez angoissé. Mais il écrit beaucoup, il publie très peu à la fin. La quantité de brouillons qu'il a dû jeter nous effrayerait. Et cette nécessité de reprendre perpétuellement cette énonciation de son angoisse, voilà la clé de l'énigme Cavafis. Hein. Mais bon, il nous emmène pas dans les coulisses de son psychisme, il nous emmène dans les coulisses de notre histoire. Beaux comme des morts qui n'ont point vieilli, enfermés au milieu des larmes dans un mausolée splendide, le front ceint de roses et jasmins aux pieds, tels sont les désirs qui nous ont quittés, sans s'être accomplis, sans qu'aucun n'atteigne à une nuit de volupté ou à son lumineux matin. Quelle est la conception cavafienne du temps? Prenons un exemple plus rapproché. Dominique Grandmont. Moi, je ne le trouve pas si éloigné de Marcel Proust, par exemple. D'ailleurs, ils sont contemporains, en plus, ils sont certainement pas connus, mais bon, peu importe. C'est la conversion de l'espace en temps. On voit très bien à la fin de La Recherche du temps perdu que la dimension spatiale, à travers une vie, se résume, se condense et se convertit dans quelque chose qui est de l'ordre du temps. Nous sommes dans la discontinuité, et manifestement, le monde n'est pas dans la discontinuité. Alors, l'œuvre d'un poète là-dedans, c'est de reconstruire une sorte de continuité solide, hein, à travers ce qui est pour nous une série d'éclats, de choses perdues, de choses... Bon. Et donc, Cavafis fait très confiance aux détails oubliés, aux petites choses comme ça, à ce qu'on ne veut pas voir. Bon, etc. Donc, il fait un travail d'archéologue du psychisme. Hein, bon. Et si la dimension de l'histoire est si importante pour lui, c'est que, vous savez bien qu'en grec, historia, ça veut dire examen critique d'un savoir. Donc, Cavafis n'est pas du côté du savoir. Il est du côté... Il veut réintroduire une dimension manquante, qui est celle que nous sommes obligés de retrouver lorsque nous sommes confrontés à un manque. C'est-à-dire tout le temps. De Nicolaire. Il y a deux mots de Cavafis qui sont en note quelque part, qui sont très intéressants, parce que c'est presque proustien. Il dit « Nous sommes le temps, imaste o kéros ». Ou plutôt « O kéros imaste emis ». C'est nous qui sommes le temps. Mais il y a une impasse par rapport au temps. On se trouve devant un souvenir qui ne revient pas, un personnage qu'on n'arrive plus à aimer. Et là, il y a une sorte de désespoir.
Reviens souvent me prendre, sensation bien-aimée, reviens me prendre, quand la mémoire du corps se réveille et qu'un désir ancien tressaille dans le sang, quand les lèvres et la peau se souviennent et que les mains ont de nouveau l'impression de toucher. Reviens souvent me prendre la nuit, à l'heure où les lèvres et la peau se souviennent. Sa vie et son art est un combat avec la mort à travers la beauté et la vérité de la vie. Quelle est son attitude envers la mort? Est-ce une attitude de peur ou de désespoir? Écoutez, je vous dirais d'abord que quantitativement, il y a peu de morts dans son œuvre. Il y en a très peu. C'est pas la mort qu'on trouve, c'est la vieillesse. C'est le thème de la vieillesse. D'après ce qu'on sait, de Nicolaire, Cavafis n'avait pas peur de la mort. Il y a des écrivains qui sont complètement terrorisés, dès qu'ils ont passé 40 ans, ça y est, ils vont mourir. Lui, non. J'ai pas dit qu'il était... Mais d'après ses amis, il était relativement serein. Il y a une chose qui est très touchante, parce qu'elle montre un peu ses revirements. Quand il est... sa mort, on peut quand même la raconter. Il avait un cancer de la gorge, il a été à Athènes, on lui a fait une trachéotomie et depuis il est resté muet, il ne communiquait plus qu'avec des messages écrits. Et début 1933, la situation s'est aggravée, il a été hospitalisé à l'hôpital Saint-Sabba. Et deux choses. La première, le patriarche d'Alexandrie est venu le voir et voulait lui donner l'extrême-onction. Dans un premier temps, il a refusé. Il a refusé. Parce qu'il n'est pas certain que Cavafis ait été croyant. Enfin, on est peut-être déiste, et encore, il y a un poème qui s'appelle « Dans l'église », à l'église, mais qui finalement est un poème descriptif sur les odeurs de l'encens, etc. Bon, enfin, bref, toujours est-il qu'il a d'abord refusé. Et puis ses amis lui ont dit quand même, le patriarche, c'est pas rien, vous devriez accepter, etc. Il a accepté. Alors donc, cette espèce, ce qu'on appellerait en français le fidéisme, c'est-à-dire accepter malgré tout d'appartenir à la grande religion orthodoxe, pourquoi pas. Et le deuxième point que je trouve très émouvant, quelques heures avant sa mort, avant de tomber dans le coma, il a demandé un papier, et il a mis sur ce papier un point, et il a entouré le point d'un cercle, ce qui signifiait « mon œuvre est finie ». Le point final. Et comment était-il en tant que personne? C'était un original. C'était un original. Plein, très maniéré, très affecté, très un peu pompeux, disaient ses amis, parlait un petit peu de manière, etc. Et qui savait s'amuser, qui était paradoxalement lui qui aimait ça a son sens finalement même par rapport à sa création. Lui qui aimait l'histoire, mais qui souvent la présente comme de la petite histoire, hein, il adorait les potins.
Il adorait les potins alexandrins. Que devient un tel? Qu'a-t-il fait? Madame Machin est-elle adultère? Il se régalait de tout ça. Et il en demandait, il en demandait. Un autre détail que je donne qui est assez drôle, mais qui représente l'esprit de Cavafis. Il ne pouvait pas supporter Palamas. Palamas était le grand poète de l'époque. Hein. À Athènes, c'était le souverain, c'était le Victor Hugo national. Bon, il ne pouvait pas le voir. Alors, Cavafis avait fait la chose suivante. Il avait 2 whisky pour servir. Il y avait le whisky Palamas qui n'était pas bon et l'autre whisky qui était bon. Alors un jour, un ami prend le whisky Palamas, je lui dis « Ah, malheureux, ne prends pas ça, c'est le whisky Palamas, je vais te donner l'autre. » Mais ce sont des petits traits comme ça. Une des choses qui m'a frappé, un geste qu'il a eu un jour, il était âgé, il est mort à 70 ans, hein, mais peu avant sa mort, hein, quelqu'un lui demandait « Monsieur Cavafis », tout le monde lui disait Monsieur Cavafis, hein, quel est Cavafis? On le vous voyait, personne n'aurait osé lui parler simplement comme ça. Et Monsieur Cavafis, quelle est votre conception par rapport à votre vie, ce que vous avez vécu? Alors il a ouvert grand ses bras, comme s'il portait un paquet qu'il laissait tomber, et il a dit que tout cela tombe dans l'oubli. Et c'est pour ça qu'on pourrait peut-être dire que votre émission doit avoir un titre qui est modifié. Il faudrait peut-être pas dire une vie, une œuvre, mais une œuvre. Car sa vie, il a tout fait pour n'en rien laisser vraiment paraître. Ça n'a rien d'extraordinaire. Il a été fonctionnaire pendant 30 ans dans une entreprise gérée par les Anglais, lui qui n'aimait pas les Anglais par ailleurs. Alors, cette vie extérieure, palote, sans... Et cette œuvre admirable qui en surgit et qui restera immortelle, enfin vraiment. Donc ce sera une œuvre. Ça pourrait être, oui, une œuvre. Il disait, écoutez, hors de mes vers, je n'existe pas. Hors de mes vers, εκτός από τα ποίηματά μου δεν υπάρχω. Je me prends à rêver. Désir et sensation, voilà mon apport à l'art. Choses à peine entrevues, visages ou profils. Quelques vagues souvenirs d'amours inachevés. Je m'abandonne à lui. Il sait reconstituer la figure du beau, en complétant la vie, presque insensiblement, en reliant des impressions, en rapprochant les jours. Une vie, une œuvre. Κωνσταντίνος Καβάφης. Une émission de Giorgos Archimandritis. Avec Denis Colère, directeur de recherche au CNRS, et le poète Dominique Grandmont, traducteur de Cavafis aux éditions Gallimard. Texte lu par Valérie Lang et Giorgos Archimandritis. Prise de son et mixage, Sébastien Huel, Claire Levasseur, Marie-Dominique Bougot. Chargée de réalisation, Nathalie Triandafilidis.